Merci beaucoup la grande bouclée que vous connaissez aussi sous le doux prénom de Laura. Merci Laura la grande bouclée, merci d'être venue de Madrid pour nous présenter cette chronique YouTube, pas à la mode YouTube mais en la mode direct ici. Le retour du coup sur ce plateau avec, nous l'avions annoncé, un grand dialogue. Nous allons parler de solidarité bien sûr, mais de tellement d'autres choses que je vais laisser mon vieux camarade Nils Asiosmanov, le président du Cube et co-animateur, co-producteur, copilote des Rendez-vous du Futur depuis juin 2010. Salut à toi Nils, salut à vous, pardon. Bonsoir, Éloi. Je me fais prendre à mon propre piège, mon propre jeu. Olivier Frérot, bonsoir. Vous êtes fondateur de Philométis. Alors Philométis, vous allez juste nous dire en une phrase. Moi j'ai regardé sur votre profil Twitter, Philométis pour penser la métamorphose de notre civilisation. On pourrait s'arrêter là, mais j'ai envie de vous gratter un petit peu et de vous demander, c'est quoi au juste Philométis? Bonsoir Éloi, bonsoir Nils, bonsoir à tous. Philométis, c'est le nom de ma nouvelle activité, effectivement, qui essaye de proposer, du côté des universités, mais aussi du côté des entreprises, d'essayer de se repérer dans ce monde complexe et embrouillé dans lequel nous sommes, qui pour moi est un passage d'une civilisation à une autre. On va en débattre. Et donc une métamorphose. Donc essayer de se retrouver pour finalement croire que quelque chose de vivant, de fort, de beau arrive à moyen long terme. Mais à court terme, ça va peut-être être compliqué quand même. Et avant de laisser la parole à vous, Nils, je rappelle que vous avez eu un long parcours dans différentes directions de l'équipement, les DDE, et vous êtes également l'ancien vice-recteur de la Cato à Lyon, et donc maintenant fondateur de Philométis, et spécialiste des solidarités émergentes. Je m'intéresse à beaucoup de choses, mais surtout à comment la vie se développe dans des collectifs entrepreneuriaux que j'appelle des solidarités émergentes. On en a eu toute une ribambelle tout à l'heure autour de la table, et c'est pas fini, heureusement, il y en a de plus en plus. Donc oui, c'est là que ça se joue, c'est là que ça s'invente. Merci, Nils. Olivier Frérot, merci infiniment d'être avec nous ce soir. Alors une petite phrase, le premier ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. C'était une petite dédicace spéciale Stephen Hawking qui nous a quittés, ce grand monsieur. Et Olivier Frérot, grâce à vous, on va être un peu moins dans l'illusion de la connaissance. J'ai lu votre livre que je trouve absolument passionnant, c'est un concentré de réflexion sur un des grands enjeux de l'humanité, ce que Jeremy Rifkin appelle la civilisation de l'empathie. Voilà, donc ça s'appelle contribuer à l'émergence d'une société neuve et vive, des chemins à investir. C'est pas très épais, mais vraiment c'est un concentré. Je vous invite vraiment à le lire. Et d'ailleurs, il y aura une dédicace, je crois, à la fin de l'émission. Et pour nos amis sur Internet, vous pourrez poursuivre le dialogue, pourquoi pas sur Twitter avec Olivier Frérot. Je dis ça parce que la dédicace pour nos amis sur Internet, c'est plus compliqué. Absolument. Vous commencez donc ce livre par ces mots. Un de nos grands désarrois actuels est la disparition du bien commun tel qu'on le connaissait. Alors, ça va être le sujet de la soirée. Avant d'aborder cette question de la mutation actuelle du bien commun, ce qu'on appelle le bien commun, est-ce que vous pouvez d'abord nous retracer un petit peu l'origine du bien commun? D'où est-ce que ça vient? Où est-ce qu'il puise ses racines? Ce bien commun dont vous parlez, Nils, c'est ce bien commun avec un B majuscule et un C majuscule qui existe en soi. C'est comme ça qu'il a été pensé d'abord par les philosophes du Moyen-Âge, et notamment autour de Thomas d'Aquin, qui a essayé de penser du bien pour le peuple, pour les humains. Ça vient aussi de la tradition grecque avec Aristote, et que le droit latin. Et le droit qui le consolide. Et il s'agit donc par les savants de la Bible, par les théologiens, de le découvrir, et puis après on le met en œuvre. Et cette vision du bien commun, à partir de la Renaissance et de l'époque classique, elle bascule vers la science, mais ça reste un bien vertical. Il faut le trouver. Aux experts, vous dites. Oui, c'est-à-dire que ce sont les savants qui vont le découvrir. Ce ne sont plus les biblistes, ce sont les savants. Mais il est toujours surplombant la société, à l'extériorité. Et il y a des experts pour ça. Et un ingénieur des ponts, comme je suis également, c'est quelqu'un qui va par la science découvrir le bien commun, qui maintenant s'écrit en langage mathématique, et il va le réaliser par la technique. Sauf que cette verticalité-là, elle ne marche plus.
Cette verticalisation ne fonctionne plus, on n'y croit plus collectivement. Et aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus un bien commun avec un grand B, c'est un commun avec un petit c. Alors justement, vous dites, jusqu'à peu, tout fonctionnait bien, il y avait une grande foi dans le progrès, et puis patatras, tout s'effondre, la machine publique s'est enrayée, le bien commun se métamorphose, il change de forme. Pourquoi ça ne marche plus et qu'est-ce qui change? Patatras, ça a pris quand même quelques temps. À mon avis, c'est tout le XXe siècle qui fait que petit à petit, eh bien, nous nous sommes mis de plus en plus à ne plus croire à ce mythe du progrès, à savoir que demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui par la puissance technoscientifique. Et si on se met collectivement à douter que la technoscience va nous sortir des impasses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, impasse climatique, impasse écologique, impasse sociale, impasse du sens, eh bien ce bien commun que la science est censée trouver et la technique réaliser, eh bien ça ne peut plus fonctionner. Et qu'est-ce qui va devenir ce bien commun? Il va devenir ce que nous, collectivement, dans un groupe, dans une entreprise, au sens large du mot, eh bien on va le faire. Et là encore, je reviens sur les exemples de tout à l'heure, comment dans ces petits collectifs que nous ont présentés notamment ces jeunes femmes, eh bien on travaille sur un commun, qui est celui qu'on va faire ensemble. Mais il n'est plus là-haut à découvrir dans une transcendance qui était universelle, et il est à construire au jour le jour. Et justement, vous dites on passe du bien commun issu des sachants au commun, avec un petit c, des singularités solidaires qui s'adaptent à chaque situation. Est-ce que, là, dans ce contexte particulièrement d'ailleurs de la social good week, est-ce que vous ne croyez pas que la France a un réel atout dans ce domaine, son expérience des associations? Tout un chacun. Alors la France est assez paradoxale parce que nous, on a tellement investi dans la modernité technoscientifique, on a tellement été acteurs au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle qu'on est quand même assez planté. Mais en prenant vraiment l'autre point de vue, effectivement, et notamment le point de vue associatif, il y a plein d'espaces qui se créent. Bon, mais dans tous les pays du monde, on trouve des magnifiques solidarités émergentes, que ce soit dans les pays du Sud ou du Nord. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, notamment avec ces fameux réseaux numériques, c'est qu'on peut tous être en relation sur ce qu'on est en train d'inventer, les Français comme les autres. Et alors justement, est-ce que ces réseaux numériques, ça apporte juste un changement d'échelle géographique ou qu'est-ce que ça apporte d'autre? Là encore, moi j'étais ravi de tout à l'heure, ça apporte une augmentation des capacités. D'ailleurs, ça a été dit par les jeunes femmes. Nos capacités sont augmentées pour faire quoi là en l'occurrence? Pour prendre soin. Oui, Take Care d'ailleurs, c'était explicitement le cas, pour prendre soin des humains, de la vie. Et ça augmente. Voilà. Mais ça augmente vraiment. Cette augmentation, elle n'est pas, je pense, caricaturée comme un peu dans le transhumanisme. Elle est des capacités d'action en relation les uns avec les autres supplémentaires. Et est-ce que ça, c'est pas en train d'élargir, de démultiplier toutes nos appartenances, qu'elles soient sociales, culturelles, affectives, professionnelles, etc. Oui. Est-ce que c'est pas en train de rebattre les cartes complètement? Complètement, peut-être pas tant que ça, je pense que parfois. Attali, qui était passé sur Rendez-vous du Futur, parlait de loyauté parallèle même. Oui, enfin, ça développe les capacités d'être en réseau, mais ça nous oblige, si on ne veut pas exploser, à approfondir aussi nos existences. Donc il y a et là, ça pêche un peu parce que le numérique peut nous désincarner. Or, il faut à la fois, pour pouvoir développer ces réseaux de relations, il faut aussi pouvoir développer son intériorité. Et ça, c'est pas forcément le numérique qui nous aide. Donc on rentre dans une sorte de réalité multidimensionnelle, une hyper-réalité faite d'écosystèmes qui se croisent, qui se maillent entre eux de manière dynamique. Ça est en train de changer complètement les modes de coopération, d'organisation. Comment vous abordez ça, notamment dans votre entreprise? On y reviendra tout à l'heure, mais qu'est-ce que ce maillage d'écosystèmes, cette société du flux, comme dit Deronay, est en train de changer justement dans les solidarités? Alors moi, je participe à une coopérative d'entrepreneurs, une coopérative d'activité d'emploi. Donc ce sont des entrepreneurs qui coopèrent entre eux. Donc on a à la fois le côté d'entreprendre sa propre activité, mais d'être en lien les uns avec les autres, de s'entraider, de se coacher, de s'encourager, de se former. Et effectivement, la vie étant tous les jours nouvelle, il faut sans arrêt être sur cette avancée-là pour être vivant, quoi. Alors il faut quand même des rythmes, parce qu'on peut pas toujours être dans la toute nouveauté. Néanmoins, c'est quand même ça qui nous fait nous rencontrer, discuter, nous encourager. Et de ce point de vue-là, la nouveauté, l'incertitude est reine. Et
ce qui est très important, c'est de l'accueillir avec joie, avec intérêt, cette fameuse sérendipité dont on parle aujourd'hui, et donc accueillir la nouveauté et l'incertitude sans avoir peur. Et effectivement, c'est aussi être en réseau avec les autres. Hein. On a besoin de solidarité les uns avec les autres. Parce qu'un jour, je vais bien, le lendemain, je vais moins bien. Et donc, c'est très important de pouvoir se soutenir les uns les autres dans des solidarités. Pour revenir sur cette question des organisations, il y a une métaphore peut-être qu'on peut utiliser qui est celle du groupe de jazz. Oui. Où chacun est leader en fait, il n'y a pas de leader, tout le monde est leader, s'il y a des leaders, et chacun à tour de rôle va prendre le lead et être soutenu par les autres. Est-ce que vous pensez que c'est ce genre de plasticité qu'il peut y avoir aujourd'hui dans les nouvelles organisations? Ce qui veut dire aussi qu'il y a la question de l'individu, parce que dans un groupe de jazz, chacun a sa personnalité très forte, et au moment où il prend le chorus, elle doit éblouir. Donc, et en même temps, ça joue tout le temps en harmonie. Oui, c'est une très belle image. Il y a beaucoup de variétés dans le monde qui vient. Hein. Il y a beaucoup de variétés. Mais effectivement, cette figure de collectif de singularité devient importante. C'est un peu le concept que moi j'appelle individuation, hein, et que j'oppose à l'individualisme. L'individualisme, c'est je me déploie, je me développe, mais seul. Un peu dans la grande logique de la vision technoscientifique de séparation du monde. Seul et donc contre. Alors que dans l'individuation, je me déploie singulièrement, mais je ne peux le faire que parce que je fais des choses avec toi, qui est différent de moi, et avec toi, dans des collectifs qui bougent tout le temps. Et c'est à la fois cette alchimie, je pense que c'est ça qui va faire qu'on va y arriver. Entre la joie de se déployer, tous les jours c'est nouveau, mais parce qu'on fait des choses ensemble, on entreprend des choses ensemble, et que c'est ça notre joie de faire ensemble, et de se découvrir aussi tous les jours de façon nouvelle. L'individuation collective n'est pas le seul ensemble de Sherry Turkle qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre, dans les réseaux sociaux notamment, qui est un vrai phénomène, quoi. Vous dites l'altérité peut devenir le nouveau nom de la fraternité. Oui, c'est un peu la même idée. C'est que la fraternité, c'est très important. On a ce magnifique mot dans notre devise républicaine, mais il n'a pas encore tellement été mis en œuvre sur les 2 derniers siècles. Donc il est peut-être à mettre en œuvre au XXIe siècle. Mais sauf que la fraternité avec des gens qu'on ne connaît pas, hein, qui sont vraiment très différents, et maintenant toutes nos villes, et pas qu'en Occident, dans toutes les villes du monde, tous les peuples aujourd'hui sont présents. Hein. Toutes les cultures sont présentes, et dans leur immense différence. Eh bien, aller à la rencontre avec l'intérêt de ces humains très différents de soi, sans avoir a priori peur, et donc ça demande des conditions évidemment, eh bien c'est tous ces gens autres, cette altérité-là, c'est ces rencontres-là et ces métissages-là qui font la nouveauté. Donc c'est pour ça que je dis que l'altérité, avec des frères humains vraiment différents, ça c'est le nouveau nom de la fraternité, je crois, oui. Alors je fais une petite parenthèse, parce que j'ai suivi un peu aussi le fil de votre livre, et vous dites, nous avons cru que nous allions nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, comme Descartes le promettait. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas déjà un peu le cas avec les biotechnologies, avec toutes les entreprises qui travaillent sur le transhumanisme dans la Silicon Valley, avec les manipulations génétiques, etc. Est-ce que... Et ça, c'est justement l'illusion dont parlait Stephen Hawking. C'est que non, on croit qu'on est maître. Plutôt, nous avons cru que nous allions être maîtres. Et effectivement, ces gens-là croient toujours. Ils croient toujours. Mais nous, globalement, on y croit de moins en moins. Donc c'est pour ça ça va pas bien marcher, cette affaire-là. Et on va vers des difficultés lourdes. Hein. J'ai cru comprendre que la Social Good Week, il n'y avait plus les fameuses GAFAM comme soutien cette année. Hein. C'est ce qu'on m'a dit il n'y a pas très longtemps. Qu'effectivement, eh bien, les organisateurs de la Social Good Week ont compris que, eh bien, ils pouvaient peut-être se débrouiller tout seuls, hein, et que ces fameuses GAFAM, on n'était peut-être pas forcément dans la même logique du développement humain. Donc effectivement, eux, ils continuent. Mais je crois que de plus en plus, nous n'y croyons plus à la toute-puissance technoscientifique. Et donc là, il y a un gap qui est en train de se passer, dont je propose qu'on s'en rende compte. Et dans cette faille-là, effectivement, la violence, elle arrive également. Et la violence technoscientifique également. Oui, oui.
C'est ça le problème que je propose de réfléchir. Et alors justement, d'un côté, on a la société, le monde qui s'automatise avec les technosciences, qui s'automatisent, qui se robotisent, qui rentrent... Partie du monde, hein, là sûr, encore. Bien sûr. Il y a une partie du monde, enfin en tout cas quelque chose qui est à l'œuvre dans le monde aujourd'hui, avec les systèmes qui se veulent prédictifs, etc. Et en même temps, on n'a jamais été autant dans un monde aussi VUCA, comme dit l'armée américaine, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et si on regarde ces deux aspects-là, ces deux phénomènes côte à côte, est-ce que c'est pas en train de complètement dévitaliser nos institutions? Face à ça, les institutions ne peuvent rien faire d'un côté comme de l'autre. Ben, c'est justement, donc, VUCA, c'est plutôt du côté du monde qui vient. Ouais. Et puis la maîtrise, c'est du monde qui meurt. Hein. Oui. Nos institutions, elles sont nées pendant la période moderne. Donc, c'est quoi leur job aux institutions? C'est de protéger les valeurs de cette situation technoscientifique, c'est-à-dire cette maîtrise et cette puissance. Donc, elles sont bien effectivement désarçonnées dans un monde où ça devient de plus en plus incertain et fluide. Donc, elles sont en immense difficulté. Hein. Et ce que je propose de réfléchir, parce que je viens de ce monde-là, c'est que les institutions, elles sont liées à une civilisation. Et donc, question assez lourde, est-ce qu'elles peuvent muter vers une autre civilisation? Est-ce qu'elles vont pas... C'est un paradoxe, en fait. Comment elles peuvent justement... est-ce que c'est à coup de 49.3 et d'ordonnance, ce qui revient à dire que c'est plus de la démocratie? Donc comment c'est un paradoxe? Je ne sais pas, c'est un paradoxe. On n'a jamais eu un gouvernement aussi technocratique et c'est bien normal. Parce que sinon, on ne peut pas y arriver si on n'est pas technocratique. Mais effectivement, on est obligé de faire ça aujourd'hui. Hein, puisque justement, les seuls moyens de la technocratie, c'est effectivement... comment dire, des visions qui deviennent assez autoritaires, hein, qui deviennent dominatrices. Et c'est ça un peu notre grand souci, c'est que la technoscience, qui nous a vraiment fait énormément de bien, qui nous a libérés, 18e, 19e et même au début du 20e, eh bien aujourd'hui, elle devient sans doute oppressive. Et ces fameux outils-là, ils nous font du bien, on en a parlé tout à l'heure, ils nous mettent en réseau, mais en même temps, ils nous surveillent en permanence. Et c'est ennuyeux cette affaire-là. Et à un moment donné, on va dire, on n'en veut plus, si on veut être libre. Alors vous dites, pour appréhender ce qui advient, il faut chercher du côté des penseurs de l'émergence. Alors je résiste pas au fait de lire quelques lignes de votre livre, parce que voilà. Donc les penseurs de l'émergence, de l'événement, de l'avènement, du survenir, de l'indicible, de l'impossible, de la fulgurance, de l'éclair, de l'irréversible, de la discontinuité, de la dissymétrie, de la dissonance, de l'intermittence, de la singularité, de l'inquiétude, de l'étonnement, de l'inconnu, de l'inattendu, de la fragilité, du tremblement, de l'inachevé, de l'insuffisance, de l'ambiguïté, du cheminement, de l'antre, de la faille, du flux, de la relation, de la vie, de l'existence. Magnifique. Bien, je vous remercie. Tous des mots qui disent ce monde qui arrive et qui est déjà là. C'est pas de la stabilité, hein. Je crois pas, non. Vous parliez d'ailleurs des institutions de la non-puissance et qui doivent apprendre à être des institutions du flux, justement. Oui. Alors les sciences justement récentes comme la sociobiologie nous montrent que la nature en fait coopère. C'est-à-dire qu'on croyait, avec Darwin, on croyait que le plus fort gagnait. Et en fait, on se rend compte que non, c'est ceux qui coopèrent qui survivent d'une certaine manière. Et là, c'est quand même la science qui vient tordre le cou à la science. Hein. C'est la science sociobiologie qui vient tordre le cou à la science de Darwin. Qu'est-ce que ça vous évoque ? La science est toujours très belle et très, très importante. Le problème, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup. Il y a plus beaucoup de science. Il y a presque que de la technoscience et presque que de la technique qui a mangé la science. Ça, c'est aussi un grand paradoxe. La science a enfanté la technoscience en Occident. C'est ce qui caractérise l'Occident, c'est la jonction entre science et technique. Ça se passe au XVIIe siècle. Aucune civilisation n'a fait ça avant. C'est un miracle que ça soit mis à marcher, que le monde il est en partie mathématisable. Mais la science a enfanté la technoscience, a enfanté la technique, et au XXe siècle, la technique quelque part, c'est à englober la science. Quand vous regardez les programmes de l'Agence nationale de la recherche, vous avez plus grand-chose, plus grand financement de la science au sens de la joie de contempler que le monde est, comme le disait Einstein, compréhensible. Hein. Donc il n'y a plus beaucoup de science, mais il y en a encore un petit peu. Alors il y en a encore dans l'astronomie, pour parler effectivement de Stephen Hawking. Il y en a encore. Vous ne pensez pas que, par exemple, l'intelligence artificielle, la big data, participe de la réunion des deux, parce que la science, c'est, comme vous le dites, c'est ce qui permet de comprendre le réel, la technologie, c'est ce qui permet d'agir sur le réel, mais la big data, l'analyse du monde à travers la big data, c'est un peu les deux, c'est-à-dire à la fois je comprends le monde dans des nouvelles dimensions que j'explore,
Et en même temps, je peux agir. Non. C'est quand c'est bien raconté, ça c'est ce qu'on nous fait croire, mais en fait dans les faits, les big data, c'est pas pour nous libérer. Hein, c'est plutôt pour nous instrumentaliser. Donc c'est comment la technique a pris la main sur la connaissance pour l'instrumentaliser, et c'est quelque part autonomiser de la science. Hein, et ces fameuses big data, je sais pas, voilà. Est-ce que c'est pour nous faire du bien ou nous faire du mal? Est-ce que c'est pour nous libérer ou pour nous dominer? Quand c'est dans le cadre, par exemple, de la médecine, c'est pas forcément. Vous avez la médecine, vous avez la technique qui est trop technique. Après, on va chercher peut-être d'autres médecines. Vous voyez, il y a des excès qui sont faits. La question c'est que la technique devient excessive, et dans son excès, elle n'est plus libératoire. Oui. C'est ça la difficulté. Mais comme ça a été dit d'ailleurs tout au long de la soirée, finalement, l'outil il est neutre. C'est ce qu'on va en faire. Non, Heidegger le dit dès le début. Genre, le secret de l'Occident, c'est la technique. Elle n'est pas neutre du tout. Elle va faire la différence. Et c'est ça qui est difficile il faut essayer de pister la technique depuis plusieurs siècles. Qu'est-ce qu'elle devient? Et où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, elle n'est plus libératrice. C'est ça le grand problème. Comment ça se fait? Elle s'est échappée. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les laboratoires, on n'a plus de contrôle démocratique. La doxa de la technique, et tout ce qui est faisable sera fait. Mais oui, mais ça peut faire des drames, cette affaire-là. Et on n'a plus de contrôle démocratique. On ne peut plus mettre en discussion ce qui va se passer dans les laboratoires. Comment on va reprendre la main démocratiquement, nous les humains, pour en discuter? Comment on va faire? Justement, alors, concrètement, c'est difficile. Voilà, c'est mal barré. On peut être d'accord sur l'analyse, mais après, concrètement, comment on va faire pour bientôt on va pas y arriver. 11 milliards de personnes? C'est pour ça qu'on va vers des drames. Vous êtes collapsologue, peut-être? À court terme, mais pas à long terme. Parce qu'à long terme, je crois en la vie, et on l'a bien vu tout à l'heure. Et je pense que la vie est plus intelligente que nos propres bêtises. Elle est plus forte que la technique. Je ne peux pas vous convaincre si vous n'êtes pas convaincu, mais je le crois vraiment, et je peux un peu l'argumenter avec d'autres. Donc effectivement, ce qui m'intéresse moi, c'est cette nouvelle situation qui arrive, qui est encore discrète et qui est fondée sur la croissance de la vie. Et que à ce moment-là, la vocation de l'humanité, c'est de prendre soin, tout est care, de prendre soin de cette vitalité, et non pas de la dominer, comme nous le disait Descartes dans son discours de la méthode. Oui. Et donc c'est quand même pas du tout pareil. Or les deux cohabitent en ce moment, c'est pour ça qu'on est un petit peu en difficulté pour voir ce qui se passe. Alors justement, vous dites aucune société peut vivre sans mythe fondateur, sans grand récit unificateur. On voit bien qu'aujourd'hui, dans la complexité du monde, le récit, on le voit pas, justement. Il faut penser global, penser systémique, mais comment on fait? C'est pas réussi, ça. Voilà. Et sur quelle valeur on va construire ça, justement on démarre cette affaire. Alors justement, donc, le mythe du progrès, il a drôlement bien fonctionné, mais il ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça que la civilisation occidentale technoscientifique est en déperdition, puisqu'elle n'a plus de mythe fondateur auquel on adhère tous, ou quasiment tous. Et donc la civilisation qui arrive, elle est en train de construire son mythe fondateur à travers une multitude de petites choses. Et c'est pour ça que je propose de l'appeler fondée sur la vie totale, sur la vie forte, sur la vie absolue. C'est ça sa caractérisation. Mais ça, il faut qu'on s'y mette à tous les littérateurs, les poètes, les conteurs pour nous raconter ces histoires. Mais là, vous êtes en train vous-même de raconter ces histoires. Tout à l'heure, plein de petites histoires qui prennent soin de la vie. Justement, vous dites quelque chose de très, très beau. Vous dites il nous faut travailler à l'élargissement de notre cœur comme nous l'avons fait de notre raison. Oui. Voilà ce qui est expressément notre tâche désormais, entrer en un nouveau pays et y inventer une poétique de l'amitié. La poétique, c'est un processus de création. Oui. Une poétique de l'amitié. Comment on fait alors? Ça commence par la Social Good Week, par exemple. Absolument. Voilà. Je crois que et on est là entre nous pour se réjouir d'être ensemble et de célébrer des choses qui se font ensemble et qui prennent soin de cette vie. Et c'est pas si compliqué que ça, c'est du bon sens même. Sauf qu'on a perdu beaucoup de bon sens dans notre société moderne. C'est de la confiance, c'est de la foi en l'avenir. Confiance, espérance, entreprendre. Et un petit clin d'œil, la plupart des personnes qui nous ont précédés étaient des femmes. C'est pas tout à fait un hasard. Car prendre soin de la vie, on est plutôt du côté du féminin. Il faut espérer que le masculin s'y mette quand même. Mais Niels, vous êtes plein de féminin, Niels, vous aussi. J'espère bien. J'espère bien. Voilà, mais je veux juste dire ça, vous voyez, c'est intéressant. Donc cette valence féminine au sens de prendre soin de la vie, voilà. Et on a effectivement la valence masculine qui est effectivement plus rationnelle. Eh bien, c'est une articulation des deux, notre affaire. Hein. Mais effectivement, c'est du côté de la vie que les choses sont en train d'émerger, je pense. Éloi, mot de la fin, je serais tenté. Ah, le mot de la fin. Proposé. Alors moi, je voulais aborder quand même un petit peu on va essayer de le faire alors en très très rapide.
parce que je pense que c'est vraiment intéressant, parce que vous avez vraiment un livre de réflexion profonde, plusieurs livres d'ailleurs, et vous êtes entrepreneur aussi. Et vous avez quitté l'institution en disant, moi je vais me débrouiller comme je peux, et je vais essayer d'agir. Et je trouve ça passionnant, ce choix que vous avez fait, courageux, passionnant. Alors vous avez créé la société Philométis. Vous accompagnez donc les organisations pour les rendre plus agiles, plus fluides, plus coopérantes, etc. Donc tout ce qui a été évoqué depuis tout à l'heure, et pour évoluer dans un monde qui est de plus en plus incertain. Très rapidement, le message, ça passe bien dans l'entreprise. Est-ce que vous avez l'impression, quand on voit les chiffres tout à l'heure d'appropriation du numérique, quand vous arrivez devant les entreprises avec ce discours-là, est-ce qu'il vous êtes pour un fou ou pas? Vous savez, moi j'ai choisi de vivre du côté du vivant, et dans l'organisation publique, il y a de moins en moins de vie. Donc c'était plus possible, quoi. Donc courageux ou pas, j'en sais rien, mais j'ai envie de vivre. C'est ça qui commande. Je m'adresse effectivement qu'à certains chefs d'entreprise. Heureusement, il y en a de plus en plus. Qui sont ouverts, qui sont des entrepreneurs, pour qui faire ensemble avec d'autres humains, c'est ça qui les motive. Ces gens-là, évidemment, ils sont attentifs aux motivations profondes des humains. Et ces motivations profondes, qu'on voit notamment chez les jeunes, sont du côté des valeurs dont on a parlé. Oui. Mais si on est du côté des valeurs de la verticalité, ça marche pas très bien. La plupart de nos entreprises sont quand même de ce côté-là. Donc je m'adresse qu'un pourcentage qui augmente, mais qui est encore assez faible d'entrepreneurs. Oui. Et les trois axes, très rapidement, Éloi, les trois axes sur lesquels, un mot de la fin, mais... sur lesquels vous travaillez, c'est être, coopérer et prendre soin. Oui. Magnifique. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci.